Salut Franck, Salut César. on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler des outils qui nous permettent de chasser des sociétés avec des belles décotes. On va parler principalement d'outils financiers et non financiers. Et on verra s'il nous reste un peu de temps pour faire un petit bonus sur j'allais dire des outils que nous on n'utilise pas trop ou en tout cas dont on estime qu'il y a des limites. Peut-être qu'on peut commencer, si tu veux Franck, par parler un petit peu des indicateurs financiers qui nous intéressent. Ouais, bah, comme tu l'as dit, il y a des indicateurs financiers plus ou moins pertinents et on verra si on a le temps en fin de vidéo pour présenter des indicateurs qui peuvent être trompeurs. Donc, pour commencer, tu les listes? Ouais, Ouais, on on peut va parler. sur les premiers indicateurs financiers. Alors, à savoir qu'il y a une quinzaine d'indicateurs. Le premier dont on va vous parler, et on va vous partager aussi un petit écran comme ça vous pourrez suivre. Petite info aussi, si vous voulez le document à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et comme ça on vous l'enverra sans aucun problème. Alors, premier indicateur, c'est la décote sur actif net tangible. Ouais. Euh, une seconde. Tac, tac. Le fichier, il est là. Ouais. Ouais, alors la décote sur actif net tangible, c'est bon, en gros, c'est les fonds propres retraités de tout l'incorporel. Donc nous, en tant que chasseurs de décote, investisseurs dans la valeur, value investing, on va considérer que tout ce qui est goodwill, les cartes d'acquisition, tout ce qui est logiciel, etc., on va prendre ça en valeur nulle par prudence, parce que souvent c'est très compliqué à valoriser. Ce qui est intéressant au Japon, c'est que la plupart des fonds propres sont des fonds propres tangibles, ils valorisent très peu d'intangibles, donc ça c'est une prudence. Est-ce que tu voulais apporter des points sur les actifs? Non, non, je pense que t'as fait le tour sur la décote sur actif net tangible. Un deuxième qui est évidemment super traité par les DOBAS, valeur nette d'actifs courants ou net. Ouais, ça, les net-net, bah, c'est le cœur de métier des Dobas. Euh, c'est très rare, en fait, en bourse d'avoir ce type de valeur. Enfin, surtout que nous, en net-net, on veut une décote de 30%. Donc, qu'est-ce que c'est que les net-net? C'est l'actif net courant. Donc, c'est cash, stock, créance client, retraité, retranché, tout ça, tout le passif hors fonds propres. Et sur ça, on veut une décote de 30% par rapport à la valorisation boursière. Donc en gros, c'est tous les actifs qui sont réalisables à moins d'un an. On retraite tout le passif, donc même les endettements à 5, 10, 15, 20 ans. Et on demande une décote de 30% là-dessus. Donc pour trouver ce genre de valeur et à des niveaux de décote si importantes, il faut que des marchés massacrés type 2008, 2009, on a eu aussi pendant le crise du Covid. Et il y a historiquement, dans les portefeuilles de base, c'est ce genre d'actifs qui a fait les plus grosses performances. Et est-ce que aujourd'hui, dans l'un ou les portefeuilles des DOBAS, il y a des net actuellement? Oui, bah attends, j'ai regardé tout de suite de mon côté. Il y en a de mémoire, il y en a 7 ou 8. Tac, 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 tac. Et donc elles Bon, je correspondent à l'ai des pas boîtes sous qui ont les yeux, été mais tant pis. massacrées, c'est ça? En fait, là, aujourd'hui, pour trouver des net-nets, faut aller sur des marchés type Japon et Corée, parce que les marchés sont assez bien valorisés en général, et t'en as très peu. Donc, on en a une, il me semble, en Grande-Bretagne, mais c'est la seule. C'est la seule dans le portefeuille. Donc aujourd'hui, on a 9 net-net. Dans l'idéal, on voudrait bien que tout le portefeuille, aujourd'hui, il y a 35 lignes. On voudrait bien n'avoir que des net-net, mais on n'en trouve pas assez. Ouais. Bon, on verra parce que avec la situation actuelle et les potentielles crises à venir, ça laissera des opportunités. Ok. Je voulais préciser juste un point. Historiquement, en 2008-2009, on a acheté des net-net, il y en avait beaucoup qui étaient en perte. Et là, c'est intéressant, parce qu'au Japon, ce sont des net-net, mais en plus, elles sont rentables. Donc, Ouais. tu as une sacrée décote sur actifs et quand même des bénéfices en collatéral et des, des fonds propres qui augmentent au fil des ans. Donc ça, c'était quand même assez inédit quand on a découvert ça il y a 5-6 ans. Ouais. Troisième indicateur, la valeur de liquidation ordonnée, comparable, cotée. Ouais, alors là, ça ressemble un peu à la décote sur les fonds propres, mais c'est autre chose, c'est que tu vas prendre je repartage l'écran, tu vas reprendre en fait tu vas prendre une marge de sécurité sur certains actifs, comme par exemple, je pense à l'outil de production, tu vas le considérer pour 20 ou 30% de sa valeur comptable, parce que tu sais que ça n'a pas franchement une valeur marchande très importante. Donc en fait, dans ce cas-là, tu te mets en position d'entreprise qui est assez solide financièrement
Et si demain, elle voulait se liquider sans avoir de stress financier, donc c'est-à-dire dans de bonnes conditions, donc pas vendre au rabais au plus vite possible parce qu'elle a un stress financier. Donc ça te donne un petit objectif généralement qui est, je dirais à peu près à 0,8 fois les fonds propres. Et Il y a ça, aussi c'est quelque chose la que possibilité. vous avez déjà fait sur des boîtes tech, il me semble, avec des ratios technologiques importants, mais du coup, il y avait énormément de fonds propres derrière. Ouais, c'est ça. Bah, quand t'as de la tech en plus et que t'as de la R&D, bah ça c'est bonus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on achète en général que des actifs nets tangibles. Si après t'as un savoir-faire, t'as de la R&D et t'as des dépenses, j'allais dire, incompressibles en R&D, ça va attirer en fait un concurrent potentiel qui va être intéressé parce qu'il va avoir les mêmes frais fixes et tu vas pouvoir faire des synergies sur ces frais de R&D. Donc tout ça, je dirais, c'est une belle carotte sur le gâteau, mais faut pas acheter que ça. Ouais. Et les comparables côtés, ça permet de voir si t'as un problème de valorisation sur telle ou telle boîte. Quand t'as un secteur, si t'as une boîte qui émerge, une IPO ou je sais pas quoi, bah tout d'un coup, hop, ça révèle au marché que sur tel ou tel actif, et bah tu peux être valorisé 3 fois les fonds propres, n'importe quoi, alors qu'aujourd'hui, t'as un acteur coté sur la bourse américaine qui a 1,5 fois. Donc tu sais que potentiellement, ça peut faire x2. Ouais, complètement. Ensuite, on a les fameux actifs cachés. Et ça, c'est intéressant. Ouais, les actifs cachés, bah souvent, ce qui est bien, c'est d'aller voir les actifs non opérationnels. Type, bah, moi, ce que je préfère, c'est tout ce qui est participation croisée, portefeuille d'actions et l'immobilier. Il y a eu très longtemps en bourse, en fait, ça n'existe plus vraiment maintenant, c'est tous les opérateurs hôteliers, par exemple, qui détenaient les murs des hôtels. Maintenant, tout est externalisé, a été vendu à des tiers, à des fonds d'investissement, ou c'est la même chose pour tout ce qui est boîte de franchise avec restaurant ou avec plein de filiales, ils détenaient encore les murs. Je pense à une époque, Buffalo Grill qui avait ça en France. Et là, tu peux avoir pas mal d'actifs. C'est un secteur qui existe encore dans le bricolage. Il y a encore pas mal d'enseignes de bricolage en Europe qui détiennent encore les murs de magasins. On en a une en portefeuille notamment, une boîte allemande. Et là, tu peux, n'importe quand, normalement, tu pourrais externaliser cet immobilier. Il n'est pas indispensable à l'opération, aux opérations, et ça peut réserver des belles surprises. Et ça, j'imagine qu'il n'est pas encore pricé dans le prix et donc ça permet d'avoir un potentiel de hausse au moment où les gens vont vraiment s'en rendre compte ou s'il y a une stratégie qui est utilisée là-dessus. Ouais, c'était une décision de gestion de céder cet immobilier. Bien sûr, faut pas avoir une stratégie. Moi, j'aime pas avoir une stratégie uniquement sur ce genre d'actifs. Faut que la boîte en tant que telle, avec sa génération de cash et de bénéfices, soit déjà intéressante. Ça, c'est vraiment une cerise sur le gâteau. Ça te permet de dormir sereinement et de te dire, un jour, il y aura quelque chose. Typiquement, on en a déjà parlé plusieurs fois, et c'est en libre accès sur le forum, c'est Steph, avec ses entrepôts Ouais. réfrigérés et frigorifiques et en température négative. Le jour où ils vont les mettre sur le marché, où il y aura une foncière cotée, ou je sais pas, où il va y avoir une opération d'ampleur, là, ça va faire, à mon avis, ça va faire un sacré cul de but. On sait pas si ça arrivera et quand ça arrivera, mais si ça arrive un jour, hein, ça va être, à mon avis, ça va être une belle opération. Ouais. Ensuite, on a tout ce qui est autour de la rentabilité, ce qui peut être sous-évalué, et à ce moment-là, ça devient intéressant. Et donc, il y a pas mal d'indicateurs potentiels à regarder. Ouais, bah souvent on parle du PER, les multiples des bénéfices. Attention, ça peut être un peu trompeur. On l'a vu récemment sur une entreprise qu'on a en portefeuille dans les Dobas. On était à 3 fois les bénéfices, mais la moitié des bénéfices c'était une cession d'actifs. Donc une fois que tu retraitais ça, bah t'étais plus à 3 fois, t'étais plutôt à 6 fois les bénéfices, ce qui était pas mal. Moi, ce que je conseille, c'est de regarder plutôt un indicateur sur du long terme. Genre les bénéfices sur 10 ans, ça permet de lisser comme ça les années un petit peu exceptionnelles et aller fouiller dans les comptes de résultats les événements particuliers qui sont non récurrents, qui peuvent soit alourdir les bénéfices, soit les bonifier. Comme ça, on a une version un petit peu plus lissée. Pareil, je vais en parler un peu plus tard, mais regardez plus le tableau de flux de trésorerie qui permet aussi d'avoir une vision en fait de la capacité de la boîte à générer du cash, bien voir les besoins d'investissement et voir aussi comment y allouer le capital. Ouais. Et donc, ça nous amène sur le prochain critère, trésorerie. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la manière dont on doit regarder effectivement ces flux-là? Ouais, les THT, le tableau de flux de trésorerie, ouais, c'est pertinent dans le sens où en fait tu peux avoir dans le compte de résultat plein plein d'aspects en fait réglementaires et comptables qui sont pas représentatifs en fait de la capacité de la boîte à générer du cash. Je pense par exemple si tu as une année de dépréciation d'actifs, tu peux avoir un bénéfice qui est amoindri, mais en réalité ça joue pas en fait sur la génération de cash.
Et le tableau de flux de trésorerie va permettre aussi de te donner des indications sur la bonne allocation ou pas du capital. Tu vois comment utiliser le capital généré par l'activité, que ce soit en dividende, rachat d'actions, investissement et qu'est-ce qui reste à la fin de l'exercice. Parce que souvent, si tu regardes le compte de résultat, ça va te donner aucun indicateur sur l'allocation des capitaux. Ouais, et puis ça améliore Donc, t'es acheté. j'allais dire le coût du capital est amoindri, en tout cas la rentabilité des capitaux engagés est améliorée si jamais il y a un réinvestissement qui est fait en continu plutôt que de verser des dividendes. Oui, tout dépend en fait du ROE, de la capacité de la boîte à générer de la croissance dans son secteur. Ouais. Euh, on ne voulait pas trop en parler, mais tu as le dividende, le rendement du dividende. Moi, c'est un indicateur que je regarde pas trop parce que ça peut être faussé. C'est pas parce qu'une action va te procurer un gros dividende que c'est forcément une action intéressante parce que peut-être qu'elle est en maturité, qu'elle distribue 100% de ses bénéfices et que finalement, il n'y a pas de potentiel de revalorisation du titre. Complètement. Donc, oui, réallouer le capital, racheter des actions, pas trop verser de dividendes et le remettre, faire grossir les fonds propres parce qu'on a un ROE important, oui, ça c'est pertinent par exemple. Ouais. Prochain indicateur, on en parle souvent avec nos dobas japonaises, puisqu'il s'agit du price to book ratio, le PBR. Ouais, bah ça rejoint le premier indicateur qu'on a vu, la décote sur activité tangible. Donc quand tu es valorisé sous les fonds propres, généralement c'est soit qu'il y a un problème, soit que tu es dans un secteur qui est pas à la mode, ou soit que tu es en perte. Euh, c'est un indicateur qui est très basique, qui ne se suffit pas à lui-même, mais qui peut être un premier filtre intéressant. Et d'ailleurs, tu le dis, mais ça va PBR, mieux c'est price to... en le disant. Mais oui, quasiment tous les indicateurs sont des indicateurs qu'il faut recouper, prendre en considération, mais il n'y a pas de vérité dans l'absolu. Exact. PBR, on rappelle, hein, c'est price to book ratio, donc c'est le multiple de fonds propres. Ensuite, quelque chose qui coule un peu de source, mais si l'entreprise a un faible niveau d'endettement, voire elle est en situation de trésorerie nette, potentiellement tu te mets moins à risque sur des mauvaises nouvelles et sur un stress lié à un remboursement de dette. Donc ça, plus il y a de cash, bon bien sûr, faut pas que le cash soit dormant dans la boîte depuis des années, comme ça peut être le cas sur certaines entreprises qu'on voit au Japon, mais un faible endettement, ça te met en situation plutôt confortable. Après, il peut y avoir des cas particuliers où tu as des niveaux d'endettement qui croissent, mais parce que tu as finalement des taux d'intérêt qui sont très faibles et un rendement sur les capitaux engagés qui est extrêmement fort. Donc là aussi, il faut regarder un petit peu plus dans la finesse des chiffres. Ouais, tu peux avoir un endettement qui augmente, mais qui a un ratio par rapport au total bilan, en fait, qui reste modéré. L'endettement en tant que tel n'est pas une mauvaise chose, c'est juste le niveau d'endettement relatif au reste des capitaux et à la capacité à rembourser le service de la dette, quoi, à servir à rembourser tes intérêts et ton capital. Et pas faire Donc comme Drahi. non, faut pas fuir les boîtes qui ont un endettement, mais c'est juste un endettement modéré et qui pourrait pas. Si demain il y a un stress financier, tu as une obligation à rembourser ta dette au pire moment, alors que tu as des opportunités à saisir et que tu peux pas la saisir, c'est un peu dommage. Ton concurrent le Ouais, fera à ta place. c'est clair. Voilà pour les éléments financiers, les indicateurs financiers. Maintenant, on va parler des indicateurs non financiers. Euh, on va commencer par le premier, qui va recouper un petit peu tous les catalyseurs potentiels, qui peut faire en sorte qu'à un moment donné, on en a parlé avec Franck à un moment, hein, mais qu'est-ce qui fait que au-delà finalement de tous les indicateurs précédents, à un moment donné, le cours peut monter. C'est le travail qu'on avait fait un petit peu avec Kane, mais là, on va en présenter quelques-uns. Ouais, bah après, on essaye tout de détecter des catalyseurs que le marché n'aurait pas trouvé. Mais faut rester humble par rapport à ça, parce que si on l'a vu et que le marché ne l'a pas vu, il y a peut-être un problème. Donc c'est bien de pouvoir les identifier, se dire peut-être qu'ils vont se produire, mais faut aussi penser que si ces catalyseurs, personne ne les a vus, c'est qu'il y a probablement qu'il y a une bonne raison. Exactement. Et donc ça peut être des spin-offs, des ventes d'actifs, de l'activisme. Ça peut être, on parlait tout à l'heure de payout ratio, si quand on revient sur le Tokyo Stock Exchange pour parler du marché japonais, parce qu'il y a des réglementations et donc ils doivent se conformer. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces éléments-là où on en parlait avec Dundee Precious Metal sur le fait que l'or atteint des niveaux très importants et donc il y a un lien pour eux sur finalement leurs bénéfices. Voilà, ça peut être tous ces catalyseurs-là qui à un moment donné vont pousser les acteurs à revenir sur le titre. Mais c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur l'actif immobilier, sur les actifs immobiliers cachés, quoi, ou plus ou moins cachés. Ils sont là, tu sais qu'ils sont là, mais tu sais pas si ils vont être réalisés un jour. Donc c'est confortable, ça donne un joli collatéral, mais tu, tu ne sais, enfin,
c'est prudent, mais tu sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Ouais. Hum, un Ensuite, point que j'aime bien regarder, ouais, vas-y. ouais, que j'aime bien regarder, c'est les rachats d'actions. Parce que les rachats d'actions par l'entreprise elle-même, c'est quand même surtout quand tu considères que l'entreprise est pas bien valorisée, ça décote par rapport à sa valeur intrinsèque. Les rachats d'actions créent de la valeur à long terme pour l'actionnaire. Et en plus, pour moi, c'est plus intéressant qu'un dividende parce que fiscalement, t'as pas de frottement fiscal. Bon, sauf maintenant en France, je crois que t'as une imposition de 1 à 2%, je sais plus qui veulent mettre en place. Mais les rachats d'actions, si t'es actionnaire à long terme et que t'y crois à ta boîte, c'est un des meilleurs vecteurs de création de valeur. Et on le voit notamment, je reviens, alors on est un peu obsédé avec le Japon, mais avec les boîtes japonaises, quand les choses bougent et que les choses se font aussi au niveau du rachat d'actions, on voit que assez rapidement, bah, ça a un impact sur les autres indicateurs. En tout cas, c'est un assez bon catalyseur. Ouais, surtout qu'au Japon, t'as une problématique avec beaucoup de participations croisées. Quand tu rachètes des actions, bah tu rachètes des fois des participations d'un acteur qui est passif au capital et qui vote tous les trucs en mode mouton. Donc c'est bien des fois de sortir, de faire un gros rachat de 1, 2, 3, 4% de capital et de sortir un actionnaire qui est pas très motivé par la gestion à long terme de la boîte. Ouais. Ensuite, on a les achats d'initiés. Alors ça, je suis curieux que tu en parles un peu parce qu'il y a plein de gens qui seraient pas forcément d'accord avec toi. Pourquoi tu dis ça? Bah, je me souviens de Eagons qui avait dit que, en gros, à un moment donné, il regardait effectivement quels étaient les insiders qui achetaient les actions et que parfois même les PDG qui rachetaient des actions, en fait, historiquement sur les études que lui avait lues, ça n'avait pas d'impact particulier. Donc je sais que c'est un sujet Oui, qui peut être un peu débattu. en fait, les achats d'actions, si tu l'intègres à d'autres facteurs, si tu es des côtés et il y a l'entreprise rachète des actions et il y a plein de choses, c'est un élément supplémentaire. Si des initiés achètent des actions, c'est qu'ils pensent que le cours est décoté, donc c'est quand même positif. Et en plus, ça ajoute, ça fait progresser l'alignement des intérêts entre eux, qui sont en management, ou qui sont peut-être des actionnaires majoritaires, et toi, actionnaire minoritaire. Donc c'est potentiellement que du positif. Après, tu as des achats d'initiés, ils peuvent se tromper aussi dans leurs achats d'actions. Mais ça prouve quand même un certain engagement et aussi une motivation à essayer de gagner de l'argent. Donc c'est quand même positif. Et Par est-ce qu'à contre, contrario, quand tu as ce des qu'il me faut, ventes d'initiés, tu le regardes comme un critère extrêmement dégradé et négatif? non, pas forcément. Enfin, après, il faut voir la récurrence, etc. Parce que si tu achètes des actions de ta boîte ou d'une boîte cotée, c'est parce que tu sais que tu espères gagner de l'argent. Si tu vends des actions, tu sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est bien valorisée, donc peut-être c'est un indicateur de vente ou pas. L'initié, il peut avoir envie d'acheter une maison, je sais pas, ça fait 20 ans qu'il est actionnaire de la boîte, et il peut avoir un besoin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, il divorce, et tout d'un coup, il doit sortir un gros paquet d'argent. Donc il peut avoir des motivations, en fait, qui sont non rationnelles économiquement. C'est-à-dire qui sont pas des signes de vente pour le reste du marché. Donc plutôt se concentrer sur les achats d'actions. Mais bien sûr, si tu as une boîte où tu que des ventes d'initiés, tu jamais d'achat d'initiés, où ça fait 2 ans qu'il n'y a plus d'achats, il n'y a que des ventes, bon, peut-être que c'est un indicateur à considérer malgré tout. Ouais, pour compléter ce que tu dis aussi, parfois dans les boîtes, ils ont des packages avec des actions qui sont distribuées, ils ont des dates auxquelles ils sont supposés pouvoir les vendre. Et donc, en fait, quand vous voyez sur des sites sur lesquels on peut récupérer la data d'initiés qui vendent des actions, ça peut être en lien aussi avec ça. Ouais, bah, généralement, c'est indiqué que ça fait partie d'un plan de session qui est automatique. Donc là, c'est pas non plus un signal de vente fort. Ouais. Ensuite, on a bah, ce dont tu parlais, parce que forcément l'alignement il peut se faire au niveau des achats des initiés, mais l'intégrité et l'alignement du management qui est assez importante. Ouais, toi, je sais que tu voulais parler, j'en parle de la qualité du management. Moi, je trouve que c'est plus délicat parce que comment on fait pour juger la qualité d'un management? Moi, je considère que ça se voit dans les chiffres. Quand tu as une bonne marge opérationnelle, quand tu as une gestion à long terme qui est pertinente, tu as fait des bonnes acquisitions, pas trop chères, tu les intègres. L'intégrité, je dirais que c'est autre chose. Ça se mesure. C'est combien est rémunéré le management. Est-ce il est rémunéré en variable sur la création de valeur? Est-ce que c'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices, etc. Donc pour moi, c'est ça l'intégrité du management. C'est plein de petits indicateurs qui vont te permettre de dire oui, ce management, il fait des choses, il crée de la valeur. Certes, il en bénéficie, mais tout le reste des parties prenantes en bénéficient aussi.
Pour ajouter un petit mot là-dessus, ce qu'on constate dans les différentes études, c'est que globalement, les boîtes qui sont des boîtes familiales, qui ont un management, qui sont eux-mêmes actionnaires et en fait qui sont effectivement complètement intégrés aux décisions parce qu'ils sont alignés là-dessus. Souvent, il y a une stabilité, une prise de décision qui est vraiment pertinente. Maintenant, effectivement, si on commence à détecter le fait que à chaque fois la personne elle présente la boîte comme plus belle qu'elle l'est réellement ou que les chiffres sont un peu faux, ça présage jamais rien de bon. Et c'était intéressant de constater que même si par exemple William Higgins dans l'interview en parlait et disait que lui il essaie de rencontrer un peu tous les dirigeants des boîtes dans lesquelles il est actionnaire, dans la fin des fins en fait tout est un peu retraduit dans les chiffres et ça crée peut-être même plus un biais qu'autre chose. Ouais, en fait, il y en a pas mal qui disent aussi rencontrer le management. En fait, tu peux te faire biaiser parce que il y a des managers qui sont des très bons, des très bons orateurs, qui savent très bien raconter leur histoire. Des fois, ils peuvent te raconter des trucs complètement farfelus et tu ressors en fait d'une rencontre avec le management où tu vas te faire un petit peu embobiner, alors que si tu regardais purement les chiffres, ça serait pas le cas. Donc, il y a du pour et il y a du contre. Moi, je suis plutôt un partisan d'une analyse purement quantitative, chiffrée, et de rencontrer à la marge le management, sauf à avoir des questions hyper précises et rester sur du factuel. Data don't lie. Et le dernier qu'on avait noté, activité simple et compréhensible. Ouais, en fait, j'en ai plutôt deux, mais ouais, activité simple et compréhensible. Bah, ça te permet d'éviter de te faire, entre guillemets, d'aller dans du truc à la mode. Bah, après, toi, je sais que tu as eu un business de SN, donc c'est pas forcément simple. Après, chacun ses particularités et on a tous des atouts dans tel ou tel métier. Peut-être que toi, tu vas être plus capable de valoriser une boîte informatique, USN. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont travailler dans l'acier, qui vont être capables de valoriser une nouvelle techno qui est mise en place. Mais si on n'a pas moi je pense aussi par exemple à tout ce qui est boîte pharmaceutique, bio, etc., biotech. Si t'es pharmacien, médecin, tu étais dans la recherche médicale, peut-être que tu auras un petit avantage là-dessus. Mais le Quidam standard, il aura très peu en fait d'atouts par rapport au reste du marché. Donc attention, restez simple, humble par rapport à la complexité de certaines entreprises. Ouais, j'ai envie d'ajouter deux choses par rapport à ce que tu dis. La première, c'est plus une référente à Buffett qui dit souvent les activités simples, elles font pas rêver, donc elles font pas forcément hyper bien pricées par le marché. Tu vois, des boîtes de ciment, de peinture qui font peut-être rêver personne. Et la seconde, c'est reprendre ce que lui pouvait dire au début. Alors aujourd'hui, il a tellement d'argent que c'est plus compliqué, ou ce qu'un Higgins pourrait dire, qui est de dire en fait des boîtes qui sont énormissimes, elles ont tellement d'activités que c'est impossible. Eux-mêmes sont pas forcément au courant de tout ce qu'ils font, et donc la simplicité de compréhension de ce qu'ils font, elle est pas simple. Et tu pourrais prendre une ESN qui, je sais pas, a 50 000 salariés, pas du tout la même chose d'une ESN qui a 50 personnes et qui va être ultra spécialisée parce que l'activité, même si elle est un peu technique, elle est simple à comprendre dans la mesure où elle n'est pas hyper diverse. Oui, c'est vrai, c'est un bon point parce que si t'es sur une small cap qui a une ou deux activités, deux business, c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, à suivre, à analyser et puis à mettre dans un secteur, à cadrer, qu'un conglomérat qui a 50 business différents. Là, il faudrait que tu sois un expert des 50 business ou que tu comprennes les enjeux, les trucs, les machins. Ouais, c'est un autre métier. Et moi, je voulais ajouter un dernier point là, c'était sur le flottant et la géographie du capital. Ça a groupé un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la gestion familiale. Et, quand tu as une boîte qui est possédée à plus de 50%, où tu as le premier actionnaire, c'est la famille fondatrice depuis plusieurs générations, c'est pas du tout la même chose qu'une boîte qui vient de se faire coter, qui est par une IPO, et que tu que des fonds d'investissement capital. Tu vas pas avoir le même stress du capital, la même gestion à long terme. Donc je trouve que c'est un indicateur qui est sympa à regarder, et surtout en fait comment évolue cette géographie du capital. Qui est sorti récemment? Est-ce que tu sens qu'il y a une montée en puissance de tel ou tel actionnaire? Et ça peut présager en fait de quelque chose, d'une opération à venir dans le futur. Ouais, complètement. Euh, pour finir en fait sur tous ces indicateurs un petit peu extra-financiers, je pense notamment à achat d'initiés, rachat d'actions, et aussi un flottant et un capital purement familial. On a dans le portefeuille une boîte canadienne qui est active dans l'immobilier et qui est détenue par la famille depuis la même famille depuis, je pense maintenant c'est la troisième génération. Et en fait, les initiés, eux, la famille, achètent régulièrement sur le marché des actions, ils en vendent quasiment jamais. Et aussi, l'entreprise en elle-même rachète des actions pour les annuler. Donc là, c'est une boîte qui est valorisée 0,3 fois ses fonds propres, qui est rentable. Certes, l'activité dans laquelle ils sont, c'est un peu cyclique, mais je trouve qu'en fait, c'est une boîte où tu coches pas mal
d'éléments à la fois financiers et extra-financiers avec laquelle moi je l'ai aussi dans mon portefeuille perso. Je dis pas que vous devez l'acheter ou que c'est un investissement où vous allez faire x2, x3, mais je trouve que c'est intéressant et je suis très serein de l'avoir en portefeuille. Et pour tous les abonnés, je mettrai un commentaire sur le forum de quelle boîte on vient de parler. Encore une fois, on ne fait pas de conseils, on vous parle simplement de notre approche et de ce qui peut être pris ou pas en termes de position. Et on le rappelle aussi, hein, c'est important, il n'y a pas de critères magiques, ça vous donne des indications, mais faites bien votre recherche, essayez de trouver les corrélations s'il peut y en avoir entre les uns et les autres, et que ça vous donne voilà, que ça reste des indicateurs, et après votre prise de décision, elle se base sur l'ensemble des informations dont vous disposez. Est-ce que tu voulais parler peut-être du ROE? Ouais, on peut en parler rapidement. Alors, en préparant l'émission avec Franck, on s'est posé la question de savoir si on devait en parler ou pas, parce que c'est pas un indicateur et je te laisserai expliquer pourquoi est-ce que pour toi, c'est un indicateur qui peut poser sujet. C'est vrai que c'est un des indicateurs dont parle très souvent William Higgins en disant que lui cherche des boîtes quality value, donc des très belles boîtes qui finalement ont une rentabilité des capitaux engagés qui est forte, mais qui est finalement faiblement valorisée. Et je vais peut-être te laisser dire un mot pour expliquer pourquoi est-ce que ça peut être un peu trompeur dans certains cas. Ouais, en fait, le problème en fait d'un ROE élevé, c'est que tu peux avoir des boîtes, un ROE élevé, bien sûr, c'est une bonne chose, mais souvent il est pricé par le marché. Donc, si tu un ROE de 20-30%, peut-être que ta boîte va être valorisée 20, 25, 30 fois les bénéfices. Surtout, c'est une boîte qui est capable de faire de la croissance sur son marché. Mais un ROE, ça veut pas dire qu'un ROE faible n'est pas intéressant parce que tu peux avoir des boîtes qui sont très bien capitalisées, qui ont trop, entre guillemets, trop de cash, qui ont des participations dans d'autres boîtes qui ont, je sais pas, moi je dirais n'importe quoi, un portefeuille d'obligations, qui ont beaucoup d'actifs, type immeubles, mais qui sont pas encore optimisés au niveau de la rentabilité. Et donc le ROE apparent, il est faible. Mais une fois que tu le retraiterais de tous ces actifs qui sont entre guillemets mal utilisés ou qui sont inutiles au business au quotidien, et ben tu pourras avoir un ROE beaucoup plus élevé. Donc en apparence, un ROE faible, ça fait moins rêver, mais c'est pas pour ça un ROE faible n'est pas intéressant. Donc en conclusion, creusez, vous attardez pas simplement au relevé de l'indicateur, mais essayez de comprendre ce qui se passe derrière, ce qu'a voulu faire l'entreprise et la stratégie qui est basée derrière tout ça. Ouais, donc tous les ratios sont pertinents, mais à chaque fois, il faut creuser derrière et essayer de comprendre l'implication de chaque ratio. Et bien sûr, plus vous avez de ratios qui cochent toutes les cases, plus les cases sont cochées, plus vous avez de chances de faire une opération intéressante et surtout d'avoir une marge de sécurité importante. Exactement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et si vous voulez le document que Franck vous a présenté, n'hésitez pas non plus, on pourra vous envoyer ça sans problème. Merci, Merci à tous. à bientôt César.